Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Book Club! Yay! Bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. Moi, je capote aujourd'hui parce qu'on fait un book club et j'adore la lecture, j'adore les livres. Oui, donc là, avec Julie, on a choisi des livres. Bon, Julie a dit des livres qui l'ont marqué. Moi, ça serait une liste. Tous mes livres me marquent. C'est difficile pour moi de faire mes préférés, mais j'en ai choisi quelques-uns et j'ai bien hâte de découvrir les tiens, Julie. Yes, oui. Puis l'affaire aussi, je pense que ce que j'aimerais, c'est savoir est-ce que les gens ont lu ces livres-là, comment est-ce que ça les a impactés s'ils les ont lus, puis s'ils ont des suggestions de c'est quoi leur livre qui les a impactés. Parce que là, c'est le premier book club, mais on veut en faire d'autres. Là, pour partir le bal, on choisit 4 livres. La formule va peut-être changer, mais cette fois-ci, on fait au moins 4 livres. Oui, je suis là, 4 livres, ah oui, c'est ce qu'on avait dit. En alternance. Je vais partir le bal avec un de mes livres préférés, puis après ça, c'est un livre qui m'a marqué vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est le livre de Anita Morgiani. J'en ai déjà parlé de ce livre-là. Ça s'appelle Dying to be me. Donc, mourir pour être moi, si on veut dire en français. Je sais qu'il est en français aussi, mais je sais pas c'est quoi. Je me souviens plus du titre. Ce livre-là, il fit avec moi parce que j'ai toujours eu cette curiosité-là de on est qui avant, après, on est-tu juste dans notre corps? Bon, tout le côté ésotérique, comme tu disais tantôt, là, tu sais, comme tout ce côté-là m'a vraiment tout le temps intéressé. Et en plus, ce livre-là a comme confirmé pour moi que ma façon d'être avec mes enfants, de les aimer inconditionnellement, pour moi, je vois ça comme le terme qui m'est apparu l'autre jour, c'est soul to soul parenting. Je parente mes enfants à partir de mon âme et je les considère comme des âmes. Fait que âme à âme, genre. OK. Cette expérience-là, ce qu'elle écrit dans son livre, c'est ça, l'expérience qu'elle a vécue. Cette femme-là, d'origine indienne, de l'Inde, qui a vécu, je pense, toute sa vie à Hong Kong. Elle se ramasse, je me souviens pas à quel âge, parce que là, elle a le cancer. Elle a un cancer, je me souviens même plus de quoi. Regarde, c'est comme... c'est des détails qui m'ont pas marqué. Elle a le cancer, puis elle est sur son lit de mort. Fait que c'est un livre sur une expérience de mort imminente. Elle est en train de mourir. Tous ses organes sont en train de shut down. Là. Je peux pas dire en français c'est quoi le mot. Là, lâcher, c'est ça, lâcher. Puis ses proches sont autour d'elle. Il vient d'appeler son frère pour dire, tu sais, viens-t'en parce que c'est les derniers moments. Elle va mourir comme dans quelques heures, genre. Mais là, elle a une expérience extracorporelle. Une expérience très intense. Et je vais revenir sur cette expérience-là. Mais ce qui arrive, c'est que elle a cette expérience-là et après ça, vous vous doutez que si elle écrit ce livre-là, c'est qu'elle est encore vivante. Non seulement elle est encore vivante, mais elle n'a plus le cancer. Elle s'est réveillée et elle savait qu'elle aurait plus le cancer. Elle l'a dit à ses médecins. Regarde, c'est hot. Puis même qu'elle était capable de dire aux médecins, genre, pendant que j'étais en train de mourir, là, vous étiez dans l'autre salle là-bas, là, puis vous avez parlé de moi, vous avez parlé de ça. Wow. Oui, wow. J'ai des frissons. Oui, c'est ça. J'adore ces histoires-là parce que maintenant, c'est comme, hey, wow, là, on peut plus... c'est comme... c'est dur de croire qu'il n'y a rien après la vie quand des choses comme ça qui se passent, puis que, bref. Mais ce que j'aime en particulier de son histoire, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué de son histoire, mais au centre de son histoire, elle parle beaucoup de notre vraie nature. Comme, bon, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, puis notre vraie nature spirituelle, c'est celle d'être amour. Mais pas amour d'humain à humain comme on le connaît là, dans la vie de tous les jours, mais amour inconditionnel. Donc, vous voyez que là, ça vient me chercher vraiment beaucoup parce que c'est le mot que je trouve qui fit plus avec la façon dont je suis parent avec mes enfants. Cet amour inconditionnel-là. Fait qu'elle a, c'est comme si, puis ce que j'aime aussi qu'elle raconte, ça je pense j'en ai déjà parlé aussi, c'est, elle parle que quand on est dans notre corps humain, c'est comme si on était dans une grande bâtisse, là,
infini, il n'y a pas de mur, là. Mais qu'on a juste une lampe de poche pour s'éclairer. Puis la seule chose qu'on voit, c'est où la lampe de poche pointe. Fait qu'on voit une chose à la fois. Fait que quand tu pointes vers un point, puis là, tu vois, mettons, une chaise, ben, tu vois pas en arrière le tracteur, mettons. C'est comme, il y a juste ça qui existe. Puis elle dit que quand on n'est pas dans notre corps, qu'on est à notre état d'âme, c'est comme là, tu n'as plus besoin de flashlight parce que toute la lumière est ouverte. Oh, wow! Fait que tu vois tout, tu comprends tout. C'est hot, là! Ah, c'est hot, oui, oui, c'est incroyable. Ça me fait penser à l'expérience que j'ai vécue à l'accouchement de mon 3e. J'ai vécu une espèce de truc comme ça, de sortie de mon corps. Oh! Juste après l'accouchement, là. J'étais sur les hormones, les fameuses hormones là, de l'accouchement, là. Ouais! J'étais gelée là, sur ces hormones-là. Là. J'ai accouché de façon naturelle, là, fait que c'était pas des Non, drogues ouais, c'est pas de la drogue. chimiques. Ouais. Puis j'ai entendu tout ce qui se passait dans les pièces à côté, à travers les murs. J'ai senti les gens, les énergies, tout le monde. C'était vraiment incroyable. Là. C'est super positif. Fait que là, quand tu me parles de ça, Oui, ça me donne des frissons, ça me rappelle ça. Hey, c'est vraiment chouette. Fait que c'est sûr qu'elle parle aussi beaucoup de, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle avait eu le cancer? C'est comme ça elle a compris plein d'affaires l'autre bord. Puis ce qu'elle a compris, entre autres, c'est que la peur, avoir peur de plein d'affaires, d'être toujours inquiète, puis de mener sa vie sur la peur. Fait que je mange des bleuets, des fraises, puis des framboises parce que c'est des choses qui sont anti-cancer. Puis j'ai peur d'avoir le cancer, fait que je mange chaud. Tu comprends? Oui. Quelqu'un peut manger des fraises puis manger ces petits fruits-là parce que c'est bon, ça le fait sentir bien, parce qu'il aime le goût. Là, c'est l'amour. Puis ça, c'est une affaire que j'ai, un concept qui m'est resté de lire son livre. Tu choisis toujours entre l'amour et la peur. Puis de l'amour, je dis la confiance aussi là, dans les relations avec nos enfants. Là. Fait que pourquoi je veux marcher sur mon tapis roulant au moins 10 minutes par jour ou quelques fois par semaine? Est-ce que je le veux parce que, my God, Julie, de quoi t'as l'air? Faut que tu te mettes en forme. Comme, j'ai peur de pas être assez. J'ai peur ou ça me fait du bien bouger mon corps, j'écoute de la musique, puis je danse en même temps sur mon tapis. Fait que c'est ça, là, ça, c'est en moi depuis toujours. Là. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai peur ou parce que j'aime ça? Ça fait toute la différence dans l'énergie. Ça me fait penser au film Tic Tic Boom sur l'histoire de Jonathan Larson. Je pense que tu l'as pas vu, hein? Oui, je l'ai tu l'as vu. Oui. Alors, à un moment donné, son ami sont dans le café, puis il dit, est-ce que tu agis par peur ou par amour? Puis là, lui, il répond, il dit, par peur? C'est évident! En voulant dire, je suis terrifiée, tu sais. Donc, non, c'est un beau message. Puis, tu sais, je sais que là, on rentre dans quelque chose de spirituel, ce sujet-là, mais je suis en train d'étudier dans mon cours de psychologie de la santé beaucoup les croyances par rapport à la santé. Bon, c'est pas scientifique, là, son témoignage. Par contre, ça se rapproche de certaines choses qu'ils ont vues, qu'ils ont étudiées dans les croyances. Il y a un impact sur notre santé par rapport à nos croyances, par rapport à nos comportements, de la façon dont on fait nos comportements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que j'aurais pu le croire. Surtout particulièrement pour le cancer. J'ai été surprise de savoir la quantité de cancers qui sont liés à nos comportements et nos croyances et non pas. Exact. Je pense qu'ils disent plus au comportement, là, je voudrais être précise. Oui, mais les comportements, en fait, les croyances supportent nos comportements. Fait qu'on agit d'une façon en lien avec les croyances. Puis elle, par rapport à ça, elle dit « Une absence de croyance a été requis pour guérir. » Ah, c'est fou, ouais. Ouais. Ah oui, j'y crois. Je veux je vais regarder les petites choses, je vais te lire peut-être 2-3 affaires qui sont écrites dans le livre, là. Être amour, c'est nourrir mon âme, prendre soin de mes besoins, me traiter avec respect et gentillesse. Elle dit sur les peurs, elle dit que la peur déforme notre perception de la vie. Nos inquiétudes font en sorte qu'on n'exprime pas notre vrai soi. Wow. Elle a dit, j'ai compris, dans son expérience, j'ai compris que je ne m'étais jamais aimée, valorisée, ou vu la beauté de ma propre âme. Ah, wow! Wow! En plus, ça a un lien avec notre épisode précédent. Exact!
Donc, si vous n'avez pas écouté l'autre épisode, allez voir ça. Ouais, rematernage, oh, regarde, oublie ça, là, c'est ça, là. Puis il y a un autre livre aussi qui va parler de ça aussi, mais je vais pas aller plus en profondeur là-dessus, mais bref, c'est un gros coup de cœur. Acheter pour donner à des personnes. Tu veux-tu nous rappeler le titre puis le nom de l'autrice? Oui, c'est Anita Morjani, puis ça s'appelle Dying to Be Me. Super. On va acheter ça sur ma liste. Yes! Puis toi, vas-y, j'ai hâte que tu me présentes tes livres. Bon, le premier livre que j'ai choisi, c'est une autobiographie qui, je dirais que c'est dans les premiers livres qui m'ont marqué. Okay, moi, mes premières lectures, ça a été des Harlequins. Alors, c'est pas ceux-là qui m'ont marqué. Parce que c'est tout ce qu'il y avait à lire chez moi. Ma mère recevait des boîtes de mes tantes et tout ça. Mais celui-là, c'est un que j'ai vraiment trouvé à la bibliothèque par hasard. Et je l'ai encore, j'en ai 2 copies. Ma première copie, je l'ai perdue. C'est un livre important qui était vraiment marquant. Ça s'appelle Au nom de tous les miens de Martin Gray. Donc, il a été traduit en plein de langues. Donc, il l'a en anglais. Moi j'ai les 2 versions. Okay. Mais en français, c'est Au nom de tous les miens. Les éditions ici, moi je l'ai, celui-là c'est en livre de poche, je l'ai retrouvé dernièrement dans une brocante, mais il y a différentes éditions de ce livre-là. Donc, Martin Gray, son nom, c'est pas tout à fait ça, là, son nom c'est, je pense que ça se prononce Mietek, ou c'est son surnom, donc Mietek Grajewski, quelque chose comme ça, OK? Donc, c'est un écrivain qui est franco-américain d'origine juive polonaise. Ooh. Donc, il est né en 1922 à Varsovie. Déjà, là, ça va vous donner un peu le thème. Hein? Ouais. Polonais, juif à Varsovie. Et puis, il est mort en 2016. Donc, le livre, il est coécrit avec Max Gallo, qui est un auteur qui a recueilli ses propos. Donc, sa vie, une partie de sa vie, hein, parce qu'il a réécrit beaucoup d'autres livres par la suite, des livres de croissance personnelle, toutes sortes de trucs. Je ne sais pas s'il a écrit des fictions, je ne me souviens pas. Mais celui-là, c'est son histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il s'est sauvé, dans le fond, d'un des camps nazis à Treblinka. Toute sa famille est décédée là. Bon, là, je vous donne les punchs parce que c'est une histoire qui est connue. Si vous faites une recherche sur son nom, c'est un personnage qui est connu, puis la guerre, on sait comment ça finit. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. Alors, il a perdu, c'est sa vie au début, dans un camp à Varsovie. Comment il a fait pour essayer de survivre. Après ça, il a été dans un camp, il s'est sauvé d'un camp. Il a été dans l'armée, par la suite, l'armée rouge russe, en fait, comme polonais aussi, jusqu'à la fin de la guerre. Mais ensuite de ça, il a refait sa vie. Il y avait une grand-mère qui habitait aux États-Unis. Il est venu aux États-Unis. Il a refait sa vie. Il a rencontré sa femme. Il a eu 4 enfants. Ils se sont installés en France. Et là, sa femme et ses 4 enfants meurent dans un incendie. Des gros incendies, je pense que c'est dans les années 70. Tu me niaises. Non, je te niaise pas. Donc, il est à quelque part. Il y a quelqu'un qui dit il y a des gros incendies, des feux de forêt partout dans la région où il habite. Et sa femme s'est sauvée avec ses 4 enfants, puis elle n'a pas réussi à se sauver. Elle a été, lui, il dit, frappée par le feu, en fait, là, avec ses 4 enfants puis son chien. Oh. Donc, une deuxième fois, il perd tout, parce que la première fois, il a perdu toute sa famille. Deuxième fois, il repère sa famille. Et puis là, vous allez vous dire, c'est déprimant. Là, c'est pas mon genre, les livres déprimants. C'est plutôt un livre qui est sur l'espoir, justement, la résilience. Wow. Parce que pour passer au travers de ça, là, il faut aller loin. Fait que là, moi, je veux vous lire un petit bout. Un bout qui est marquant, c'est un bout vers la fin, juste après, là, quand sa deuxième famille meurt. Il dit « Je ne me suis pas tuée. J'ai voulu, je n'ai pas pu. On a veillé sur moi. 2, il ne me reste que des objets morts. Ces 3 accordéons, ces jouets, ces cahiers. Ce dessin de petite fille aux bras tendus. Leurs vêtements à eux tous, les miens. Il me reste les photos, plates, mortes. Qui me rendra leur vie? Qui me rendra la vie? Je ne me suis pas tuée. Je parle, je mange, j'agis. J'ai traversé le temps où l'envie de mourir était ma seule amie. J'ai traversé le temps où la seule question était pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi 2 fois les miens? N'avais-je pas assez payé mon tribut aux hommes, au destin? Pourquoi? Je parle, je dis le récit de ma vie pour comprendre cet enchaînement de folie, de hasard, ces malheurs m'écrasant. Et je suis vivant. Je mange, j'agis. J'ai voulu savoir. Je viens d'un monde, ma préhistoire, qui m'a habitué à regarder la mort telle qu'elle est. Je n'écoute même pas ceux qui me disent ils n'ont pas souffert. Je sais qu'ils ont atrocement souffert, quittant la voiture, s'enfuyant devant les flammes, Dina arrachant les talons de ses souliers pour mieux courir, enveloppant ses enfants agrippés à elle,
gagnant quelques mètres sur la fournaise et tous, d'un seul coup, abattus par le feu. Il me reste ces talons, ces quelques boutons dont le feu a arraché la couleur, le collier de yellow. Je suis vivant, du sable jaune dans la bouche, du sable au goût de mort. Pourquoi? Ce n'est pas ma douleur qui me terrasse, je connais la douleur. C'est pour eux, mes enfants, Nicole, Suzanne, Charles, Richard. Que savaient-ils de la vie? Rien. Je les avais tenus entre mes mains, leur mère me les tendait de toute sa force, elle les poussait vers moi. J'ai suivi leurs pas, j'ai vu grandir ces hommes vrais, ces femmes belles, tuées avant de vivre. Les miens. Donc, c'est ça. Ça continue comme ça. Wow! Par la suite, il parle vraiment, puis dans ses livres suivants aussi, il parle vraiment de ça, de la résilience, de la raison du pourquoi. Pourquoi lui est vivant? Pourquoi il y en a pourquoi les gens meurent? Moi, ça a été vraiment... c'est ça, la façon qu'il écrit, tu vois comment il écrit, c'est poétique, c'est chargé émotivement. Bon, moi, tu sais, j'aime ça quand c'est très émotif. Donc, c'est historique un peu. Ça n'a pas l'air, mais ça finit bien. Ça l'explique beaucoup de choses. Surtout que les gens, quand on a passé à travers des choses difficiles, tu sais, on est beaucoup qui vivent avec des problèmes de santé mentale, la dépression, des burn-out. Alors, je pense que c'est un livre important qui peut nous aider justement à passer au travers de ça, à trouver des bonnes raisons là, de continuer d'avancer. Ouais, c'est comme un chemin tracé. On voit le chemin qu'il a tracé, lui, pour rebondir de ces événements-là horribles. Fait que peut-être que c'est un chemin qu'on peut prendre nous aussi. Ben oui. Je connaissais pas tout ce livre-là. C'est le plus déprimant de ma liste, mais, mais c'est rempli d'espoir. Yes. Hey, mon deuxième livre, moi, puis on en a parlé dans notre épisode de Remothering, de rematernage. C'est le livre de Jasmine Lee Corey. Je sais pas si je prononce son nom comme faux, mais le titre, c'est The Emotionally Absent Mother. Puis je pense qu'il l'a aussi en français. Ce livre-là, c'est comme ça l'a confirmé aussi que ma perception quand j'étais jeune était bonne. Fait que, tu te souviens, quand j'étais jeune, je l'ai raconté aussi dans les 2 premiers épisodes, je pense, parce que j'avais comme, vers genre l'âge de 10-11 ans, j'avais comme compris que la façon dont mes parents interagissaient avec moi, ça me changeait. Ça changeait qui je suis. Puis quand je disais ça à mes parents, ben, ils validaient pas mon expérience. Donc, ils me disaient, c'est pas ça, c'est toi le problème, puis bon, bref. Fait que de lire ce livre-là m'a permis de comprendre non seulement que ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'est que je changeais profondément qui j'étais, c'était vrai. Ça m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, mes parents étaient comme ils étaient, ce qu'ils n'étaient pas capables de m'offrir que j'avais besoin, entre autres. Ça parle vraiment, puis on en parle plus dans l'autre épisode, de ces messages-là qu'une mère est supposée envoyer à ses enfants pour que les enfants aient une bonne santé mentale, qu'ils aient une bonne estime, comme pour qu'ils s'épanouissent et non qu'ils soient tellement blessés qu'ils ont besoin de se reconstruire et de guérir. Donc, ce livre-là, c'est sur le rematernage? Oui, en partie. Mais ça parle vraiment justement comme des types d'attachements. Quel qui est un attachement sécure, tous ceux qui sont pas sécures. Ça va vraiment, vraiment très en profondeur. Là. Il est vraiment gros, ce livre-là. Là. C'est ça. Fait que ça parle, mettons, de quoi qu'on a besoin pour se construire de façon saine. On a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de vivre dans une maisonnée heureuse. On a besoin de savoir que quand ça va mal, ben, c'est possible de réparer. On a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. On a besoin d'être aimé. Fait qu'elle va parler de toutes ces choses-là. Puis, qu'est-ce qui arrive quand la mère échoue à répondre à ces besoins-là de l'enfant? Puis, ça fait quoi quand elle réussit? Elle parle aussi du rematernage, donc de quoi faire pour aller guérir toutes ces blessures-là de l'enfance, entre autres comme là, se rematerner, là, pour réparer, pour sortir les vidanges, comme tu dis. Bref, là, ce livre-là, pour moi, ça a été de A à Z, là, c'était du bonbon. Super. Bon, ben là, je vais aller avec un plus drôle. OK, vas-y. Cette fois-ci, c'est une fiction. C'est un livre de Bernard Werber, Demain les chats. Alors, ben, je t'en ai déjà parlé sûrement parce que je le trouve vraiment drôle. Un livre complet, une histoire complète sur... le livre commence et il y a des guerres.
On voit l'humain, il y a un chat qui vit dans un appartement, puis on voit l'humaine, en fait, qui regarde les nouvelles et on voit qu'il y a des guerres, qu'il y a de la guerre et que ça se rapproche et tout ça. Donc, jusqu'au jour où le chat, il se réveille, puis il n'y en a plus d'humains. Oups. Donc, la guerre est arrivée, tout est détruit dans la ville et il n'y a plus d'humains. Son humaine est partie avec un autre, avec un sac à dos et tout ça. Et là, il y a un mur qui est détruit dans l'appartement, si je me souviens bien. Et puis, il sort et il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'humains. Ils sont tous morts. Ah, Et il ne reste que les chats. ben voyons Pas juste donc. les chats. Alors là, on va suivre le personnage principal qui va se donner comme nom, si je ne m'abuse, je me souviens plus son nom, je pense que c'est Aristote qui va se donner comme nom, ou en tout cas un nom d'un philosophe. Lui, il a écouté la télé, hein? Beaucoup, puis il a appris beaucoup de choses à la télé. OK! Donc là, il va avoir, ça va être un peu la jungle dehors, il y a plein de chats partout, il y a d'autres animaux, mais particulièrement des rats. Et tout le monde, quand je dis tout le monde, là, c'est les chats les rats. qui vont un peu se battre pour la nourriture restante. Et puis là, ils vont se faire des alliances et tout ça. Puis lui, il va rassembler d'autres chats. Puis il va se faire amener dans un groupe et tout ça. Donc, il va finir par prendre le pouvoir des chats contre une armée de rats. Puis là, ils s'en vont. Je pense que c'est en France que ça se passe. Et ils entendent parler que dans le château de Versailles, il y avait un endroit où il y avait des réserves de nourriture. Et donc, les rats sont en train de creuser un tunnel pour aller accéder à ça. Puis là, les chats ne veulent pas le laisser faire, tu sais. Okay. Puis il y a un lion aussi là, qui débarque là, d'un zoo et tout ça. C'est vraiment particulier parce que c'est le point de vue du chat. Et tous ceux qui ont eu des chats savent un peu, tu sais, qu'on les voit un peu comme des êtres un peu sarcastiques et tout ça. Fait que c'est un peu sa vision du monde, une critique des humains aussi, puis des systèmes humains. Puis je vais juste vous lire 2 petites citations au début du livre. Ça vous donne juste une idée de l'ambiance du livre. Le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment. Ils doivent être des dieux. Le chat pense, les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment. Je dois être leur dieu. Oh my God! Ça donne une idée, là. Hein, c'est vraiment ça. Fait que demain, les chats, c'est ça, c'est les chats qui prennent le contrôle du monde. Puis il y en a une autre ici, ça, c'était une citation anonyme. Il y en a une autre, c'est un professeur, Edmund Wells. C'est écrit « Humain scientifique et possesseur de chats ». Il dit « Un chien est capable d'apprendre et de retenir le sens de 120 mots et comportements humains. Un chien sait compter jusqu'à 10 et peut effectuer des opérations de mathématiques simples comme de l'addition, de la soustraction. Donc, un chien a une pensée équivalente à celle d'un enfant humain de 5 ans. Un chat auquel on propose d'apprendre à compter, à réagir sur des paroles précises ou à reproduire des gestes humains vous signifie rapidement qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce genre de niaiserie. Donc, un chat a une pensée équivalente à celle d'un adulte humain de 50 ans. Oh, c'est bon! Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui est très drôle, là. C'est vraiment un genre de roman d'aventure, là. Des chats qui prennent le contrôle du monde et de la planète. Mais c'est très psychologique en même temps. Le Bernard Werber, c'est un auteur qui écrit des livres sur, je dirais, la croissance personnelle, mais il y a un genre de petit sarcasme tout le temps dedans. Tu sais. Okay. Il y a un autre livre de lui, entre autres, qui s'appelle Le livre du voyage, et c'est une méditation guidée. Mais ça commence avec, tu tiens le livre dans tes mains, puis il dit hey, toi, lecteur, je sens tes mains sur mon dos. Tes doigts me chatouillent. C'est le livre qui te parle. Le livre te parle, puis il t'accompagne. Ouais, puis il va t'accompagner vers une méditation pour rencontrer ton âme sœur, pour rencontrer ta mission de vie, tout ça. Fait que c'est des livres un peu croissance personnelle. Là, Oui, c'est ça, mais intéressant, comme rafraîchissant. Moi aussi, le seul roman que j'ai, qui est un incontournable, en fait, c'est un auteur. C'est pas un roman, c'est l'auteur avec tous ses livres. J'ai lu tous ses livres. Puis j'ai pas d'autres auteurs que j'ai lu, autrices que j'ai lu tous ses livres. Et tu devines-tu c'est qui? Cathy Wright? Oui! Yeah. J'étais empoisonnée avec... mais non, mais merci, parce que j'avais jamais lu vraiment de romans policiers, là. Ouais. Puis là, j'en ai toute une série, là. Ouais, puis là, c'est ça. Puis il sort un nouveau, le 1er août 2023, que j'ai déjà précommandé. Ah oui, bon, je suis pas rendue là, moi. En fait, ce que je trouve intéressant, comme tu dis, c'est des romans policiers. Mais tu sais, des romans policiers, j'en ai lu quand même pas mal dans ma vie. Mais elle, ce qui est spécial, c'est qu'elle est vraiment
une anthropologue judiciaire. Oui. Donc, elle, sa spécialité, c'est les os. Si vous avez vu la série télé Bones, en français, c'est quoi? Ils appellent ça Bones aussi? Je pense que oui. OK. Si vous avez vu cette série-là, c'est basé sur ces livres. C'est les mêmes personnages. L'histoire est différente sur les relations, là, mais c'est la même chose. Mais dans la vraie vie, est vraiment anthropologue judiciaire, celle qui a écrit ces livres-là. Fait que ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de science. Tu sais, je sens que c'est vrai. Quelqu'un parle de quelque chose, c'est pas parce qu'elle a été consulter quelqu'un qui fait ce job-là. Non, parce que elle fait ce job-là. Fait que sa job, c'est vraiment quand des corps, c'est dégueu, là, mais quand des corps sont non reconnaissables, là, ou qu'il y aurait juste des os, ça se ramasse dans sa salle à elle. Puis elle travaille en Caroline du Sud ou du Nord, je me souviens plus, un des deux Carolines, mais elle travaille aussi à Montréal. Oui, puis il y a des histoires, en tout cas, moi j'ai juste lu les premiers, là, mais il y a des histoires qui sont basées sur des vrais cas. Exact. Fait que puis j'ai reconnu, moi j'ai reconnu, là, j'ai reconnu des histoires que j'ai vues dans les médias, là. Je veux dire, alors que j'étais à fin d'adolescence, début adulte, là, entre autres sur la guerre des moteurs, un enfant qui s'est fait tuer suite à une explosion. Bon, ils ont changé les noms et tout ça, mais c'est... on voit que c'est ça. Puis il y a d'autres histoires au Québec aussi de décès, là, de trucs religieux et tout ça. Puis c'est des cas que j'ai vus dans les médias. Okay. Alors, tu vu, ça, je ne savais pas. Mais elle disait qu'elle basait vraiment ses histoires sur des vrais cas. Elle va changer les noms, elle ne va pas identifier les personnes et tout ça, mais c'est ça. Puis on reconnaît les rues à Montréal. Ça c'est... Oui, c'est trouvé ça le fun parce que je lis beaucoup de trucs américains. Puis elle, on reconnaît les rues, on reconnaît les petits commerces, les restaurants où elle est allée. Je suis comme, je suis allée là, moi. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que tu as habité à Montréal un bout, toi, c'est ça. Fait que j'adore parce que dans son personnage principal, Temperance Brennan, a fait sa job, la même job que Cathy Reich, puis elle travaille aussi en Caroline du Nord ou du Sud et à Montréal. Bref. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas dramatique. OK, il y a du drame, c'est sûr, il y a des morts, puis des fois, c'est stressant un peu, mais c'est pas l'objectif numéro... Tu sens pas que c'est l'objectif numéro 1 de te faire vivre de la peur, comprends-tu? Oui, il y a une escalade d'émotions, puis on cherche le meurtrier ou les meurtriers ou qu'est-ce qui se passe, mais il reste que je trouve qu'au niveau émotionnel, je me sens plus sécure quand je lis ces livres à elle que quand je lis d'autres livres qu'on dirait que leur but, c'est juste de me faire peur puis de me faire vivre full d'émotions, tu sais. Oui, surtout quand on en lit plusieurs. Parce que quand tu m'avais proposé ça, moi, c'est pas mon genre de lecture. J'aime pas l'horreur, j'aime pas j'aime pas avoir peur. J'en ai déjà lu, là, mais dernièrement, j'en ai pas. Puis là, quand tu m'as dit ça, j'ai fait des os puis des morts, puis ça va être pas du tout. Tellement pas du tout que des fois que j'en parle quand je lis un de ses livres à mes enfants, j'en parle, puis ils me regardent croche en me disant tu sais, t'es capable de parler de ça. Non, mais la façon que c'est présenté dans le livre, c'est vraiment scientifique, c'est intéressant. Puis comme elle dit elle-même dans le livre, son but, c'est de redonner une voix à ces personnes-là, tu sais, qu'elle identifie. Puis une anecdote drôle, que moi, j'ai écouté la série pas au complet, mais dans la série, c'est le personnage qui est dans ses livres. Puis dans la série, le personnage qui est Temperance Brennan, elle-même, elle écrit des livres policiers, puis elle est écrivaine. Fait que ça fait un peu... c'est ça! Ça fait drôle. Mais c'est meilleur les livres que la série, je vous dis tout de suite. Si vous avez vu la série, c'est toujours meilleur. Oui, mais c'est trop vite. C'est trop vite, là, la série. T'sais, un épisode, c'est un meurtre ou quelque chose qui s'est passé. Tandis que le livre, ben, c'est ça, c'est plus long, c'est plus lent, c'est plus de détails. Puis comme tu dis, j'ai appris plein d'affaires là-dedans. Là. Oui, puis la série est aussi vraie sur le côté scientifique parce que ça a l'air qu'elle s'est impliquée dans la série puis elle voulait que ça soit réel et vrai. Par contre, le personnage dans la série, elle est un peu comme peut-être autiste ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment ça, puis je trouve que c'est... Moi, j'ai trouvé ça un peu fatigant dans la série. Oui, c'est comme ça n'a pas d'émotion ou... Tu sais, je comprends la construction du personnage sans avoir vu les livres, ça aurait été intéressant, mais je la trouve plus intéressante dans les livres. Moi aussi. Puis en plus, dans la série, ils ont comme enlevé toute... il y a une histoire d'amour aussi, là, avec son collègue, mais ils ont comme enlevé tout le fun. Dans la série. Ça sent bien! Non, mais dans les livres, ils n'ont pas enlevé le fun, là.
OK, je comprends. Non, dans la série, oui. c'est très platonique, c'est très, c'est pas émotion, c'est pas parce que justement, Oui, je comprends. ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, fait que c'est... Oui. Ça monte avec le fameux inspecteur. Puis dans la série, après ça, on voit comme c'est comme quelques semaines après, elle est déjà enceinte, elle est avec lui, puis on n'a pas vu de déclaration, on n'a pas vu de rien. Là, c'est pas satisfaisant, ça. Non, c'est ça, définitif. Fait que les livres, je suis d'accord avec toi, les livres sont meilleurs que la série. Définitif. C'est à lire et à découvrir. C'est ça. Fait que c'est ma catégorie roman. Fait que là, c'est à mon tour. Oui, c'est à ton tour. Qu'est-ce que je vais parler? OK, je vais parler de Lune rouge de Miranda Gray, qui est un livre sur... son sous-titre, c'est « Comprendre et utiliser les énergies créatrices, sexuelles et spirituelles du cycle menstruel ». Donc, c'est un classique, hein? Moi, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, puis c'est des femmes qui sont dans des cercles de femmes, puis qui donnent des ateliers spirituels, et puis c'est un nom, cette autrice-là, puis ce livre-là qui revient souvent, ce qui a été vendu partout dans le monde et tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'un livre sur les menstruations. Moi, en ce moment, je ne traite pas sur les livres de croissance personnelle trop, quoi que ce soit. Je suis plus dans les romans en ce moment. Mais celui-là, il y a une histoire au début. Donc, elle commence... elle a une intro qui explique un peu son processus. Mais après ça, c'est à peu près un tiers du livre. C'est un conte. Donc, un personnage, Ève, qui va se réveiller de mauvaise humeur, ça n'a pas bien été dans sa journée, elle va avoir ses premières menstruations et elle va avoir... On pourrait voir comme si c'était un rêve qu'elle a fait dans la nuit, mais elle va aller à la rencontre d'esprits ou de divinités féminines qui vont lui expliquer ses premières menstruations. Une espèce de conte initiatique, si tu veux. Wow! L'entrée dans sa vie de femme. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est sous forme d'histoire. Moi, j'adore les histoires. Donc, ça commence comme ça. Puis c'est elle qui fait les illustrations. Elles sont vraiment belles aussi, les illustrations dans le livre. Puis ensuite de ça, elle donne des tonnes d'outils. Puis elle raconte aussi son expérience personnelle avec l'écriture de ses livres. Elle avait écrit des livres pour des éditeurs. Et après ça, elle dit tout ce qu'elle avait envie d'écrire, les éditeurs n'étaient pas intéressés. Alors, elle est allée vers... C'est le premier livre de sa série qu'elle a écrit de façon autonome, là, toute seule, sans maison d'édition. Là, il y a une maison d'édition, j'imagine. Là. C'est très... il y a un peu de spiritualité, mais c'est pas quelque chose qui est religieux, là, nécessairement. Elle explique un peu l'historique derrière les menstruations, des différents peuples, comment ils traitent leurs filles menstruées. Oh my God, c'est horrible. Il y a des peuples, mais là, c'est des peuples d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Là, c'est pas que seulement en ce moment. Mais des peuples, par exemple, où les jeunes filles menstruées pouvaient être jusqu'à 7 ans enfermées après leur première menstruation, où il fallait pas qu'ils marchent sur le sol. Dans certaines cultures où une femme qui était menstruée, il fallait pas la toucher. Il y en a d'autres, il faut pas qu'ils mangent pendant leur menstruation. Imaginez-vous. Ben voyons donc! Oui. Puis elle parle aussi de d'autres cultures où c'est l'inverse, où dans l'histoire et même encore aujourd'hui, des cultures qui vont plutôt honorer ça, la femme, son cycle menstruel et tout ça. Donc, elle fait un petit survol culturel là-dessus. Puis après ça, elle parle sur différents thèmes, que ce soit la spiritualité, mais aussi la santé physique, la santé mentale. Et il y a plein de petits exercices. Comment suivre son propre cycle menstruel, comment travailler, comment entrer en relation avec les autres, comment agir avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, tout en tenant compte de notre cycle menstruel. Des méditations, des petits exercices à faire de visualisation. Vraiment, il y en a vraiment de tous les styles. Il y a des petits tableaux, il y a des trucs pour prendre ses notes à la fin sur ses états émotifs aussi pendant nos règles et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose, ça fait quand même plusieurs années que je l'avais lu. Et j'avais moi-même décidé de suivre mon cycle menstruel, puis j'avais découvert des affaires incroyables. Là. Ah ouais? Ben oui, il y a des journées dans mon mois, ça sert même pas à rien d'essayer de faire quelque chose. Ça va me prendre 3 jours faire quelque chose que si j'attends telle semaine de mon cycle, ben là, ça va me prendre 1 heure au lieu de 3 jours.
Ouais, Puis ouais. le 3 jours, il est douloureux, puis je chiale, puis je suis pas contente, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis c'est ce qu'elle dit, elle aussi. Elle dit, mon éditeur va le savoir en lisant le manuscrit, mais elle dit, je pense que elle travaillait que 3 jours par mois, elle. Hey, t'imagines! Mais elle disait que maintenant elle se connaît bien son cycle, elle sait qu'elle est capable de faire le travail d'un mois en 3 journées. Hey. Bon, on n'est pas toutes pareilles, peut-être pas 3 jours, moi ça me prendrait, mais je sais maintenant qu'il y a des journées où ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Tu sais, il y a le petit cliché de la femme, je sais pas si tu as déjà entendu ça, là, tu sais, que ça servait à rien quand on a une menstruation d'essayer de faire une crème ou un soufflé ou quelque chose comme ça. Crème fouettée. Ça, crème fouettée dans la famille. Bon, ben c'est ça. Ben, il y a c'est un exemple, là, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut réaliser là-dessus. Puis bon, elle parle aussi de la santé physique. Juste de l'accepter, que ça soit pas tabou, qu'on se sente pas dégueulasse, puis qu'on puisse en parler aussi ouvertement. Ça va améliorer la santé notre santé à nous, puis la santé des autres aussi, des femmes autour de nous. Donc, c'est ça, c'est Lune Rouge, un beau petit livre initiatique. Pas donc la couverture, voir? Ah, mais il y en a plusieurs. Là. C'est drôle, parce que j'ai l'impression que je l'ai, ce livre-là. Elle a sorti l'année passée, ça a l'air un oracle Lune Rouge. Ah, ouais! Ouais, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est un petit peu particulier. Il y a des cartes pareilles dans l'oracle. En tout cas, allez voir la vidéo si jamais vous êtes intéressé par le jeu d'oracle. Ben, tu l'as! Hey, je l'ai! Ben, c'est joli. As-tu vu, regarde, je suis rendue à la page 61. OK, as-tu commencé le conte avec Ève? Je sais pas, hein? Oui, 61, oui. T'es dans le... As-tu vu, c'est ça. J'ai beaucoup de livres que j'ai commencé et j'ai jamais fini ou que j'ai pigé à travers. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme ça m'intéresse, puis là, l'enthousiasme diminue. Fait que... Non, mais il y en a tellement de livres à lire. Ben oui, c'est ça, il y en a trop! Le dernier livre que je veux parler, c'est dans ma catégorie genre neurosciences qui me permettent de comprendre et guérir. Moi, comprendre et guérir, c'est le thème de ma vie, ça. Oui. Ce livre-là, c'est là dans la CDC, là, le Center for Disease Control, c'est en fait une recherche pour parler des traumas, entre autres, là, s'appelle Adverse Childhood Experience. Puis ce livre-là, je trouve qu'il explique comment faire au niveau du cerveau, la neuroscience, comment faire pour changer ça. Fait que des choses qu'on a vécues qui étaient difficiles, des traumas dans notre enfance, qu'ils soient petits ou grands, ce livre-là, je trouve qui explique la science du cerveau, de qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau. Et pas juste ça, mais quoi faire pour changer notre cerveau. OK, mais il s'appelle comment, le livre? Tu l'as pas dit livre, encore. c'est ça, je l'ai pas dit. Il s'appelle Bliss Brain, puis c'est écrit par Dawson Church. OK. J'avais déjà lu un autre livre de Dawson Church qui parlait beaucoup de la neuroplasticité, donc la capacité au cerveau à changer. Il en parle encore beaucoup dans ce livre-là, mais il parle d'autres choses, là. Fait que ce que j'aime aussi de lui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Il s'appuie beaucoup sur des recherches et lui-même en fait des recherches. Okay. Fait que ça, j'adore ça. Je trouve que ce livre-là, c'est le pont entre la spiritualité, la psychologie et la science. Carrément. Wow. Fait que c'est comprendre comment que le cerveau fonctionne, les différentes parties du cerveau. Fait qu'on parle vraiment de... Je me souviens de me prendre des notes, là. Okay, le cortex préfrontal, il fait ça, nanana, puis là, lui va parler à lui. Une affaire qui m'a vraiment beaucoup marqué de ce livre-là, c'est pourquoi, en tant que parent, on réagit à nos enfants. Fait que quand notre enfant a fait quelque chose, puis qu'on n'est pas capable, puis qu'on devient dérégulé, finalement, on blâme l'enfant, en guillemets, là, on attaque l'enfant parce que c'est une façon, on est dans une réaction de stress. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Puis après ça, on se sent coupable, puis on se sent comme la merde, puis tout. Et lui, il explique pourquoi c'est comme ça. Fait que dans le fond, je vais juste faire une petite parenthèse, là, c'est dans le fond, il y a comme deux façons de réagir dans des situations où est-ce qu'on est triggered, où on est en réactivité. Il y a comme deux chemins dans notre cerveau. Quand tu as eu une belle enfance, tu n'as pas eu vraiment trop de trauma, tu empruntes le chemin long. Fait que ton hippocampe va parler à ton cortex préfrontal. Puis là, tu fais « Ah, t'as-tu raison? » T'es comme... Il consulte. « J'ai-tu raison de stresser? Y a-tu vraiment un lion? Là? Je suis vraiment en danger? » Bon, mais là, après ça, s'il est en danger, il va parler encore à l'hippocampe. L'hippocampe va sonner l'alarme dans l'amygdale.
puis tu vas avoir la réaction de stress. Mais s'il n'y a pas de danger, l'hippocampe va aller cogner au cortex préfrontal, puis le cortex préfrontal va dire « Ben non, tout est beau. » Pouf! Fait que là, c'est fini. Il n'y en a pas de réaction de stress, puis tu accueilles ton enfant. Mais il y a des personnes que la plupart du temps, parce qu'ils ont vécu des traumas, parce qu'ils ont vécu des affaires difficiles, c'est pas possible. Il n'y en a pas de... Le chemin long, là, c'est comme s'il n'existait pas. Fait qu'à place, l'hippocampe va directement sonner l'alarme à l'amygdale. Puis là, pouf, ça fait une réaction de stress. Fait qu'à place d'accueillir notre enfant dans la compassion, l'empathie et toutes ces belles affaires-là, mais on n'est pas capable. Fait que ça, là, moi, là, j'adore ça, là. Là, c'est comme, parle-moi dans le cerveau, c'est quoi ça fait, là? Puis, ça paraît que t'aimes ça. Oui, puis le fait que la neuroplasticité, ben, tu sais, je me souviens, ma mère qui me disait, bah, mon père, il est vieux, il peut pas changer, les vieilles personnes peuvent pas changer. Ce n'est pas vrai. Le cerveau peut changer toute notre vie. Oui, quand on est jeune, on apprend beaucoup, tu sais, on dit qu'on est des éponges, mais c'est un moyen de survie aussi, là, hein, tu sais, c'est comme on a besoin de toutes ces informations-là, mais le cerveau change toujours. Puis lui, ben, ils ont beaucoup étudié aussi les moines qui méditent beaucoup, donc les effets sur leur vie de cette méditation-là. Puis est-ce que c'est possible de pas méditer 24 heures sur 24 comme les moines, mais quand même d'avoir les effets de quelqu'un qui médite autant? Fait que là, oui. Fait que on comprend que oui, puis là, lui a développé des méditations, puis on peut faire des méditations, puis bref, c'est vraiment super intéressant. Fait que si le cerveau et les neurosciences vous intéressent, là, tu sais, comme dans son titre, là, il est écrit, dans le fond, la neuroscience du remodelage du cerveau pour la résilience, la créativité et la joie. Brain Bliss. Puis, as-tu une affaire ici que j'ai pris en note qui est écrit, je traduis, là, hein, les expériences traumatisantes envoient de nombreuses personnes dans une spirale de peur dont elles ne se remettent jamais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est comme, tu veux t'en remettre? Ben, c'est ça. C'est possible. C'est possible. OK, ben c'est pas jamais d'abord. Non, c'est ça. Mais plusieurs ne s'en remettent pas parce que ça les handicape tellement que... Parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir et que c'est fini. Oui. Comme ta maman qui dit que son papa ne peut pas changer. C'est cela. Exact. Bon. C'est ça. C'était mon dernier livre. Mais là, moi, il m'en reste 2. Je sais pas. Pas grave, vas-y. Okay. Vas-y. Celui-là, c'est le fun. C'est un livre de sorcière. Alors, je t'avais déjà montré, c'est Encyclopedia of 5000 Spells. The Ultimate, mes enfants vont rire de moi, Reference Book for the Magical Arts de Judika Hills. OK. Donc, qu'est-ce qui est le fun de ça? Bon, moi, j'ai plein de livres de sorcières, des livres avec des rituels. Celui-là, c'est vraiment une encyclopédie. Elle fait... je veux dire, il y en a 5000 dedans, là. Mais 5000 de différentes époques, de différentes cultures. Puis elle parle aussi, c'est ce que j'ai découvert puis qui était incroyable, elle explique pourquoi les recettes de sorcières, il y a toujours des pattes d'araignée, puis un cœur de salamandre, et puis des trucs comme ça. En fait, c'était vrai, entre guillemets, OK? C'est parce que les premières recettes, qui étaient en fait des recettes maison de gens, de paysans, avec des herbes, avec les plantes qu'ils avaient autour d'eux, à une époque où l'écriture, ben c'était que les très riches, ou même c'est venu quand même assez tard, là, l'écriture. Donc, les gens, il y avait des civilisations avant même l'écriture. Donc, ces gens-là ont identifié les plantes dans leur entourage par l'apparence de choses qu'ils connaissaient. Donc, quand on parle d'un cœur de dragon, ben, c'était une fleur qui ressemblait, qui avait une espèce de centre rouge, et puis là, il l'appelait la fleur cœur de dragon. Donc, il disait, dans leur recette, c'était écrit 1 cœur, 2 cœurs de dragon. Les pattes d'araignée, c'est la même chose. Il y avait des plantes qui ressemblaient à ça. C'était souvent des herbes et des plantes qui avaient des noms d'objets communs. Et c'est pour ça que les objets communs, à l'époque, avant l'industrialisation, mais c'était les plantes, les herbes, la nature qu'il y avait autour d'eux. Donc, c'est de là que ça vient, la base. Moi, je voyons donc. Hey, ça fait tellement de sens, là. Exactement. Fait qu'elle raconte plein d'autres choses au départ, là, vraiment sur l'histoire des rituels.
OK, c'est un livre avec des vrais rituels. Là. Elle y croit. Bon, moi, je crois à ça. Façon de parler. Ouais. À ma façon, disons. Ouais, c'est l'énergie, là. Ça déplace l'énergie. Ça... Exactement. Des intentions. Exactement. Puis elle explique au départ comment les différentes cultures, toutes les descriptions qu'il y a eu sur la magie. Elle nomme pas les religions, mais moi, je doute que c'est des religions, tu sais. Il y a de la sorcellerie, quelque chose qui est mauvais. En tout cas, il y en a eu plein dans l'histoire là, de descriptions au niveau de la magie. Elle ne fait pas la promotion d'aucune sorte. Elle fait juste dire, ça, c'est toutes les descriptions. À vous de voir laquelle convient. Et puis là, on regarde après ça, on consulte ça. C'est passionnant parce que ça nous montre des bouts d'histoire de gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans différentes cultures? Justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels pour se protéger de toutes sortes d'énergies démoniaques. Bon, ils n'appelaient pas ça des démons, hein? Ça, c'est la religion qui a inventé ça, là, les démons et l'enfer. Mais il y avait des énergies, des mauvaises énergies quand même. Donc, il y en avait beaucoup de rituels pour que les autres tombent amoureux de soi. Donc, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de trucs de protection. Et bien sûr, qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, je ne l'ai jamais vu ailleurs et j'en ai des tonnes là-dessus, c'est qu'elle a mis tous les rituels mauvais dedans. Oh! Ça, habituellement, c'est pas écrit parce que c'est dangereux, parce qu'il y a vraiment des plantes poisons, des plantes dangereuses dans ces recettes-là. Fait qu'elle les a mis avec des gros avertissements qui disent que c'est que historique, en fait. Là, c'est pour nous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, il y a des affaires assez capotées. Il y a des affaires avec des sacrifices d'animaux, par exemple. Donc, il y a tous les avertissements, là, bien sûr. On parle d'un contexte. Ce qu'elle explique, entre autres, c'est qu'il y avait il y a une très grande partie des rituels avec des sacrifices animaux qui vient simplement d'une époque où, aujourd'hui, nous, on voit ça un peu démoniaque, là, mais à une époque, il n'y avait pas le camion de poubelle qui passait ramasser des poubelles. Hein? Non. Donc, ils réutilisaient tout. Et donc, ils avaient souvent des carcasses d'animaux qui mangeaient. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu souvent... ils l'utilisaient dans un genre de rituel, mais en fait, ils mangeaient la vache, puis ils utilisaient la peau pour faire des vêtements, puis les os pour faire des aiguilles. Puis... Donc, c'est ça. Donc, c'était dans ce contexte-là. C'est de là que ça vient, les rituels de sacrifices animaux. Ça vient pas d'Hollywood ou de trucs démoniaques. Donc, c'est ça. C'est l'Encyclopédia of 5000 Spells. Super intéressant à lire, que ce soit pour l'histoire, pour la culture. Ouais, puis il était épais, là. Vous ne le voyez pas, là, vous autres, à l'écran, là. Mais il y a 1107 pages. Et Colin. C'est quelque chose. Ouais. Ah, puis j'en ai un autre. Je peux-tu? Oui. OK. Un petit dernier, un petit livre féministe d'une féministe qui est américaine connue, Gloria Steinem. Donc, elle a été très populaire, très active dans les années 70 aux États-Unis. C'est une figure importante des luttes féministes. Et donc, ce livre-là, ça s'appelle, juste le titre, moi je l'ai acheté juste pour le titre au départ, parce que je ne savais pas du tout c'était qui, moi non plus. The truth will set you free, but first it will piss you off. Si je traduis, la vérité va vous libérer, mais d'abord, elle va vous... Faire chier. C'est ça. Je ne sais pas le dire, mais c'est exactement ça. Donc, celui-là, c'est une recollection, si tu veux, de ses meilleures citations, de citations de d'autres de ses amis, de collègues qu'elle a côtoyés dans les années 70 aussi. Fait intéressant, il y a beaucoup de choses d'aujourd'hui, comme le fameux MeToo, qui n'a pas été inventé par les deux femmes qu'on pense là, dans l'histoire. Ça vient de bien plus loin que ça dans les années 70. Beaucoup de choses d'aujourd'hui qui sont des phrases qui ont été reprises de cette époque-là. Alors, elle nous parle de ça, de la récupération, pas de façon négative, là, mais que les mouvements féministes se reprennent des phrases, reprennent des mouvements et tout ça. Et on voit qu'il y a une espèce de continuité. Puis là, je vais juste vous lire quelques... c'est un livre qui a vraiment... Il y a une intro, je dirais qu'il y a... je sais pas, peut-être 20 pages. Puis après ça, c'est des citations écrites en assez gros sur des pages, des citations féministes. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas full compact, là. Non, c'est ça. C'est pas un gros livre qu'on lit. Il est tout petit, le livre aussi, là, vous ne voyez pas, mais il y a celui-là, il y a 160 pages. Donc, c'est un petit livre.
avec des citations, si on veut s'inspirer Ouais. des mouvements féministes. Donc, il y a une citation ici. Ça a été la première, une des premières aussi, qui a repris dans sa lutte féministe ce qu'on appelle la lutte intersectionnelle. Donc, ça a été dans les premières qui luttaient pour les femmes, mais aussi pour les minorités, donc les Noirs, les Juifs, les minorités. Là. Donc, elle a joint, c'était la première à dire qu'il fallait se joindre toute la gang ensemble, pour... Ça fait du sens. Oui. Donc là, je vais vous lire juste 2 petites citations. C'est en anglais, là, par exemple. Je m'excuse, je ne vais pas la traduire automatiquement, mais ça dit « There are black doctors and women novelists and novelists. Any less powerful group gets the adjective, while the powerful group takes the noun. » Oui, donc, c'est vrai. Il y a des docteurs noirs et il y a des docteurs. Il y a des romanciers, des femmes romancières, puis il y a des romanciers. Donc, elle dit que c'est toujours le groupe le plus puissant qui obtient le mot à lui tout seul, puis les minorités, ceux qui sont moins puissants. C'est ça. L'homme. Ils ont l'adjectif femme. Hein? Ouais. On le sait en sport aussi, hein? Il y a le soccer féminin, puis le hockey féminin. C'est pas juste du hockey. La suite là, de la citation, ça dit « The less powerful group usually knows the more powerful one much better than vice versa. People of color have to understand white people in order to survive. Women have had to know men. Only the powerful group can afford to regard the less powerful one as a mystery. » Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça nous dit que c'est toujours la minorité qui doit apprendre à connaître l'autre, alors que les plus puissants, ils n'ont pas besoin, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas nos problèmes. On le voit en politique, même ici au Québec. Là. Oui. Les grands dirigeants riches qui ne comprennent pas ce qui se passe des pauvres. Là. Je me souviens d'un certain ministre à Ottawa qui avait dit « l'aide sociale, c'est super facile. Je vais vous en faire une épicerie, moi, avec le chèque d'aide sociale. » Puis il avait montré ça dans les médias, puis je pense que c'était du pain avec du beurre d'arachide, puis c'était vraiment, il n'y avait rien là, dans son épicerie, là, puis il disait « mais c'est facile. » Ben oui, c'est facile, mais tu ne seras pas en bonne santé, mais c'est facile. Non, c'est ça. En tout cas, c'est ce que ça illustre. Puis l'autre, c'est celle que je t'ai parlé. Ah oui, celle que je t'ai parlé dans l'autre épisode. Ça dit, je ne sais pas si je l'ai nommé dans l'autre épisode ou si c'est dans notre conversation avant, mais en tout cas. C'est notre conversation. C'est ça. Elle dit ici, You can tell what your values are by looking at how you spend your extra money. Donc là, en tant que femme et en tant que mère surtout, là, regardons, hein, surtout quand les enfants sont jeunes, quand on a un petit surplus, là, qu'est-ce qu'on fait avec? On achète-tu des livres sur l'éducation, des cadeaux à nos enfants, ou nous, on prend soin de nous, puis on dépense? Fait que Enfant. C'est vrai que ça reflète un peu la valeur qu'on se donne nous-mêmes, de la façon dont on n'est pas importante, donc on n'a pas le droit de... Exactement. Donc, Gloria Steinem, The truth will set you free, but first it will piss you off. C'est super bon. Hey, mais là, ça fait penser, il y a un autre livre que j'aimerais parler, un livre qui s'appelle... Oui, il va falloir le couper au montage parce que je veux pas que mon titre sorte. OK. Un livre dont on ne peut pas dire le titre encore. Écrit par Stéphanie Meloche. Hey, c'est pas de l'autopromotion, là. C'est vraiment... Là, j'ai lu, je sais pas, peut-être la moitié du livre. T'as lu 5 chapitres. J'ai lu 5 chapitres sur je sais pas combien. Et là, c'est souffrant. C'est vraiment souffrant parce que j'attends la suite. Mais tu sais, OK, je vais faire une comparaison... je sais pas si c'est une bonne comparaison. C'est comme si t'es sur le bord d'avoir un orgasme, là. Là, pouf! Il s'en va. Quand t'arrives pour éternuer. Oui, puis là, ça sort pas. Ouais, c'est peut-être mieux, ça. Quand t'arrives pour éternuer, puis ça sort pas, c'est pas le fun, c'est souffrant. C'est mon état en ce moment. Non, mais sérieusement, là, c'est pas de l'autopromotion, mais... Je travaille fort, là. J'ai pris une coach, là, justement, là. Je sais même pas si j'ai le droit de la nommer tout de suite, là, mais en tout cas, j'ai pris une coach, puis je vais finir ça, puis c'est justement mes études en motivation, émotion, psychologie sociale et tout ça. Ben, c'est quelque chose que j'applique, mais dans une histoire de fiction. Donc, j'ai bien hâte de le finir. Peux-tu parler un petit peu de c'est quoi l'histoire de ce que j'ai lu à date? Ben oui. Ben, toi, tu veux dire qu'est-ce que tu as vu comme histoire? Vas-y. Oui. En fait, ce qui est super trippant, c'est fantastique. Fantastique, tu dirais-tu que c'est fantastique? C'est de la science-fiction. On appelle ça une dystopie, là, dans le fond. OK, bon, tu as tous les bons termes. J'espère que je n'ai pas besoin de les avoir.
Science-fiction, là, il y a des robots, c'est dans le futur. Fait qu'habituellement, c'est de la science-fiction. On suit un robot en particulier qui vit différentes choses. C'est un livre comme j'avais jamais lu avant, là. J'ai tellement eu de moments de genre « wow! » puis de petits moments comme tellement délicieux de le voir réagir à ce qui l'entoure, de faire ses découvertes, puis de découvrir, tu sais, comme quand on découvre un nouveau monde, un peu comme moi, je me souviens, quand j'ai découvert l'univers d'Harry Potter, c'est comme oh, wow, il y a comme je sais pas, il y a une énergie tellement de pur plaisir. Ben là, c'est ça, là, j'ai pas découvert encore beaucoup le monde. Je pense que c'est le dernier chapitre que tu as écrit, que j'ai lu, qu'on le découvre, mais c'est comme oh wow, je veux en savoir plus. Oui, c'est ça, c'est un monde dans le fond où les humains ont disparu, entre guillemets. Oui. On va le mettre entre guillemets. Puis c'est ça, c'est l'histoire d'un robot qui tripe sur les humains, lui, qui aurait tellement aimé rencontrer des humains. C'est son rêve, mettons. Donc l'histoire, c'est vraiment qu'est-ce qui nous définit comme être humain. C'était ma base, là, c'est qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être humain. C'est quoi qui nous différencie des intelligences artificielles. Donc, wow! Puis ça se passe pas trop vite. Tu sais, des fois, on lit des romans, je trouve comme ça, de science-fiction, c'est écrit par des hommes, peut-être des femmes aussi, là, mais tu sais, je me souviens des hommes. Puis on dirait que c'est action, 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 action. T'as comme pas le temps de vivre les émotions. T'as pas le temps. C'est comme, déjà, il y a un autre danger. Là, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Moi, c'est pas mon genre. Mais c'est ça. Pour ça que j'ai aimé ça, parce que la science-fiction, d'habitude, de ce que je lis, c'est pas nécessairement comme un rythme qui fit pour moi, donc. Bref, non, c'est ça. Ça va. J'ai hâte de voir s'il y a des éditeurs qui vont, en tout cas, s'il y a des éditeurs qui vont le vouloir, mais comment ça va être classé, là, parce que ça va peut-être être vu un peu comme peut-être un peu de croissance personnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a là-dedans, c'est mon genre. Fait que... Tout à fait. Ouais, oui, c'est ça. Puis c'est ça qui fait la complexité aussi des personnages. Puis bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Plein de nouveaux livres. Oui. Puis il y en a un autre aussi, le tien aussi, là. Ah oui, mais éventuellement, il est un peu sur la glace. Une chose à la fois. Vous, là, y en a-tu d'entre vous qui écrivez des livres en ce moment? Oui! Hey, parlez-nous de ça, puis parlez-nous de vos livres préférés, puis s'il y a des livres qu'on vous a suggérés aujourd'hui, que vous avez l'intention de lire, puis si vous les lisez, écrivez-nous, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était un épisode pour les amoureux de la lecture. Oui, tout à fait. Et on va en faire d'autres, peut-être un peu différemment, mais là, c'était le coup d'envoi pour déclarer au monde et à l'univers au complet, on aime les livres. Yes, on aime la lecture. Hey, merci beaucoup. Ah, merci, Julie. Bye. Bye bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.